Bonjour, bon après-midi, bonsoir, Balandignon sur la étoile Ignes TV. Grande et majeure de vous retrouver encore une fois aujourd'hui sur Décryptage Politique, sur votre chaîne préférée, la chaîne que vous aimez tant, Étoile Une Ignes TV. Alors, on est là pour vous parler politique, on est là pour vous parler politique, comme on en a fait une habitude. Alors, le sujet du jour, ou je dirais au sommaire de l'actualité, c'est la ministre des Affaires étrangères qui appelle ou demande à l'Union européenne d'être sérieuse en ce qui concerne son implication dans la crise sécuritaire à l'est du pays. Donc, je vais vous passer une vidéo dans laquelle elle s'exprime, après quoi je vais vous revenir pour traiter un peu de ce dossier par rapport à l'Union européenne. On parlait des sanctions en Amérique, on parle des dialogues, on parle maintenant de l'Union européenne qui doit être sérieuse. Je vais aussi un peu parler de quelques erreurs de Félix Tshisekedi pour qu'on essaie un peu de voir là où nous en sommes. Alors, avant cela, je tiens à annoncer une très bonne nouvelle pour les Congolais. En tout cas, finalement, le gouvernement congolais a décidé de verser 97 millions de dollars à Trident, qui est Trident DRC Pass, qui est une compagnie du Singapour. Le contrat va durer 20 ans. Cette compagnie va se charger de l'identification de tous les Congolais et cela va être pratique d'ici 2030. Donc, d'ici 2030, tous les Congolais vont être identifiés. Tous les Congolais auront des cartes d'identité. C'est quelque chose que je ne cesse de décrier. Donc je ne sais pas un seul pays. Là, je suis d'abord en Afrique. Je ne veux pas traverser des frontières en Afrique, un pays qui n'a pas, où les habitants n'ont pas de carte d'identité. En tout cas, je ne sais pas si vous connaissez. Soyez libre de nous informer par le biais des commentaires. Écrivez-nous, dites-nous ce que vous pensez. Si vous connaissez un seul pays en Afrique, là où il y a les habitants qui n'ont pas de carte d'identité, soyez libre de nous les dire. Ou sinon, c'est une très bonne chose. Ça va permettre, vous voyez, cette histoire de Banyamulenge à l'est du pays. Nous avons des intrus dans notre pays. Il y a des personnes qui nous viennent du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, même du Rwanda. Il suffit seulement qu'ils puissent parler une de nos langues, le français, le swahili, le lingala. Ils se disent être congolais. Et même les Congolais qui vivent à l'étranger, pour identifier ces Congolais-là, c'est un peu un problème, surtout si vous n'avez pas votre carte d'électeur. Comment identifier que vous êtes Congolais? Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui se font passer pour des Congolais. Vous avez un peu dans les pays qui acceptent les réfugiés. Alors, il y a beaucoup de gens qui savent que au Congo, il y a la guerre. Alors, dans ces pays-là où on accepte les réfugiés, ce sont des réfugiés qui fuient la guerre. Vous fouillez la guerre majoritairement dans plusieurs pays qui acceptent les réfugiés. Récemment, on n'accepte pas les gens pour des raisons économiques, non. Vous êtes à la recherche du bonheur, vous n'avez pas de travail, vous voulez changer votre vie pour meilleure vie. Non, on ne permet pas ça. Donc, on permet seulement à ce que vous puissiez vivre chez eux pour raisons sécuritaires. Donc, vous fuyez la guerre, alors on vous accepte. Alors, dans cette idée-là, voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de guerre dans leur pays. Alors, comme ils veulent changer de pays pour essayer d'avoir une meilleure vie, alors ils se font passer pour des Congolais. Voilà pourquoi nous avons des Rwandais qui sont Congolais, nous avons des Camerounais qui sont Congolais, nous avons des Ivoiriens qui sont Congolais.
il y a beaucoup de pays, des nationalités qui se font passer pour des Congolais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de carte d'identité. Mais imaginez que vous puissiez quitter la RDC, vous avez votre carte d'identité. En tout cas, quelle facilité. Et ça sera digital, c'est enregistré dans les systèmes avec votre doigt seulement. Donc, ça peut vous permettre même les transferts électroniques. Vous pouvez juste utiliser votre doigt parce que il y a des fichiers électroniques qui seront enregistrés chaque fois qu'on va prendre vos empreintes. Donc, vous voyez, ça se fait déjà. Cette histoire a déjà avait commencé depuis des années en arrière, des dizaines d'années en arrière dans les pays développés. Ouais, alors on est en retard, mais c'est vraiment une très bonne chose. Je souhaite vraiment que ces gens puissent aboutir, puissent arriver au bout de ce projet, les 20 ans, et pourquoi ne pas renouveler s'ils faisaient un bon travail. Donc, d'ici 2030, tous les Congolais devront être identifiés. Je sais que ça sera vraiment une mission vraiment qui sera colossale, gigantesque, parce que c'est le Congo, vous connaissez, hein, c'est un pays continent, quoi. Alors, si ces gens doivent identifier tous les Congolais, alors ce n'est pas facile. Voilà pourquoi ils ont annoncé cela d'ici à l'horizon 2030, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Et si on doit mettre les moyens logistiques et financiers pour permettre la faisabilité de cette mission, en tout cas, ça va prendre beaucoup de temps. Assez que dans les dernières informations que nous avons pu recevoir, le coût total va s'élever à 1,1 milliard de dollars pour arriver à identifier tous les Congolais. Donc, les 97 millions de dollars, c'est juste pour le partenariat avec cette compagnie, cette société du Singapour. Mais pour maintenant rendre cela pratique, pour maintenant arriver à faire cela, c'est-à-dire aller jusque même dans les coins et recoins du pays de la RDC, ça va coûter 1,1 milliard de dollars. Mais ça vaut la peine pour un pays qui se veut être sérieux, qui se veut être le cœur de l'Afrique. Hein. Alors, on revient sur notre sujet. Je vous reviens pour vous parler de la situation dans notre pays. Madame Thérèse, la ministre des Affaires étrangères de notre pays, va s'expliquer. On va l'écouter. Elle nous dit des choses par rapport à la situation sécuritaire en RDC, comment arriver à terminer les problèmes que nous avons. Elle prend au sérieux l'implication de la communauté internationale. On la suit et puis je vous reviens juste après. Ce qui se passe en effet est extrêmement frustrant, surtout pour les autorités congolaises qui sont en train de participer au pourparlers de manière franche, avec un souci de rétablir le plus vite possible l'autorité de l'État dans les zones occupées. Et évidemment, nous sommes consternés par le fait que le M23 affiche une posture, si vous voulez, qui semble être coopérative au niveau des instances internationales et au niveau des processus, mais que la réalité sur terrain est caractérisée par des violences qui continuent, par un essai continu, des efforts continus aussi de s'accaparer de plus de terres. Et ça, c'est un message que nous envoyons de manière aussi très claire à tous les membres de la... Je m'excuse pour... Ça doit être le réseau, sinon ça va passer. Hein. Juste un peu patient. La communauté internationale qui nous ont poussés à avoir ces pourparlers avec le M23. Nous sommes prêts à nous engager dans des pourparlers sérieux, mais en même temps, il faut qu'il y ait une redevabilité pour tous les acteurs qui participent. Et donc, c'est aussi un des messages clés que nous portons. Si nous voulons avoir une paix durable dans la région des Grands Lacs, cela ne pourra pas se passer sans redevabilité. Et donc, la redevabilité, elle ne vient
Désolé un peu, hein, je vais voir si je peux recommencer ça. C'est un problème de réseau là. Le Wi-Fi pose un tout petit peu de problème, mais je vais voir comment arranger ça pour que la vidéo puisse passer. Et extrêmement frustrant, surtout pour les autorités congolaises qui sont en train de participer au pourparlers de manière franche, avec un souci de rétablir le plus vite possible l'autorité de l'État dans les zones occupées. Et évidemment, nous sommes consternés par le fait que le M23 affiche une posture, si vous voulez, qui semble être coopérative au niveau des instances internationales et au niveau des processus, mais que la réalité sur terrain est caractérisée par des violences qui continuent, par un essai continu, des efforts continue aussi de s'accaparer de plus de terres. Et ça, c'est un message que nous envoyons de manière aussi très claire à tous les membres de la communauté internationale qui nous ont poussés à avoir ces pourparlers avec le M23. Nous sommes prêts à nous engager dans des pourparlers sérieux, mais en même temps, il faut qu'il y ait une redevabilité pour tous les acteurs qui participent. Et donc, c'est aussi un des messages clés que nous portons. Si nous voulons avoir une paix durable dans la région des Grands Lacs, cela ne pourra pas se passer sans redevabilité. Et donc, la redevabilité, elle ne vient pas après, elle ne vient pas dans un futur lointain. Elle commence maintenant. Tous les acteurs doivent être tenus responsables pour leurs engagements et pour leurs manquements vis-à-vis de ces engagements. Ça veut dire aussi que la communauté internationale a un rôle à jouer, pour créer un environnement propice à des pourparlers qui sont pris au sérieux. Nous savons de qui le M23 dépend. Nous savons très bien qu'avec un peu plus de pression, qu'avec un peu plus de sanctions et de redevabilité, la donne peut changer rapidement. Et ça, c'est notre message à tous nos partenaires qui, d'une part, nous encouragent d'opter pour la voie politique, mais de l'autre part, sont très timides quand il s'agit des réalités sur le terrain. Vous parlez de sanctions, vous dites on sait très bien de qui le M23 dépend. Je suppose que vous faites allusion ici au Rwanda. C'est le Rwanda, je ne fais pas allusion, nous savons que c'est le Rwanda, c'est établi par les rapports indépendants des Nations Unies. Il s'agit du Rwanda et personne d'autre. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour que la situation puisse être inversée? Certains parlent de sanctions économiques. On a vu que l'Union européenne avait mis en place un système contraignant en début d'année. On a l'impression que, au final, rien n'est fait. Il y a une espèce d'inertie en fait. Alors je vais me concentrer sur l'Union européenne parce que nous parlons avec un média européen et justement sur le fait que beaucoup plus peut être fait. Vous regardez d'autres conflits auxquels l'Union européenne a eu à faire face. Ce que nous entendons très souvent de la part de l'Union européenne, c'est le défi, si vous voulez, à trouver un consensus avec 27 États membres qui, eux tous, ont une lecture différente. Bon, il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit de vies humaines. Il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit de l'intégrité territoriale d'un pays qui est violé. Il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit d'un groupe armé qui est armé, équipé par un pays voisin. Nous regardons d'autres situations. En Europe, je pense que l'Union européenne est à son 27e paquet de sanctions quand il s'agit de la Russie. Elle passe comme ça, ces sanctions. Donc, nous demandons plus de sérieux. Nous demandons une analyse aussi plus approfondie, justement, de ce qui peut être fait. Quand nous parlons de sanctions, il y a toute une panoplie de sanctions. On peut parler de sanctions individuelles, on peut parler de sanctions qui ciblent des institutions, on peut parler de sanctions qui ciblent des entreprises. Et donc, c'est là qu'il faut justement mettre la pression et identifier quels sont les leviers qu'on peut activer pour avoir une plus forte réaction. Mais dire que c'est complexe, dire que c'est difficile de trouver un consensus, pour nous c'est quand même se dédouaner quand même assez facilement d'une situation. Revenons encore une fois à l'Union européenne, revenons aux pays européens. Nous avons il y a quelques semaines eu une conférence quand même assez fructueuse à Paris sur les questions humanitaires, sur l'assistance humanitaire dans la région des Grands Lacs. À peine cette conférence a pris fin, le Rwanda a fait un rétropédalage pour dire que la réouverture de l'aéroport de Goma ne pouvait se faire sans le M23. Et là,
malgré le fait que tout le monde s'est félicité après cette conférence, c'était le grand silence. Nous ne parlons même pas de politique. Nous parlons de millions de vies humaines qui pourraient être sauvées si l'aéroport de Goma était opérationnel à nouveau. Un autre point qui pose vraiment problème aujourd'hui, dans les 8 protocoles qui ont été présentés à Doha il y a une semaine maintenant, c'est la libération, c'est le retour des anciens FDLR. Alors, on sait que ça, c'est le point le plus difficile. Certains disent que le Rwanda l'utilise comme un prétexte pour pouvoir continuer à attaquer la RDC. Que dit la RDC aujourd'hui? Est-ce que la RDC est prête à accompagner ce processus? Et nous ne le disons pas, nous le faisons. Soyons très clairs, nous ne le disons pas. Donc, le CONOPS qui a été signé dans le cadre de l'accord de Washington le 27 juin a 2 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier qui concerne la neutralisation des FDLR. Le deuxième pilier, c'est le pilier qui concerne le départ des troupes rwandaises de notre territoire souverain. Alors, nous savons très clairement que nous avons pris ces engagements. Du côté de la RDC, nous ne parlons pas de ces engagements en termes abstraits. Nous avons lancé un appel aux FDLR de désarmer, de se rendre aux bases de la MONUSCO pour être rapatriés. Ils ont dit que le chemin était obstrué, que c'était difficile pour eux d'atteindre cet endroit-là dans un communiqué il y a quelques semaines. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a justement le M23 et les forces armées rwandaises qui contrôlent ce territoire. Si le Rwanda veut vraiment en finir avec les FDLR, ils doivent aussi créer des conditions favorables. Voilà. Je m'excuse que ça puisse être, que je puisse, que j'ai recommencé cela parce que je voulais que vous puissiez suivre l'intégralité de cette interview parce que on avait un problème de Wi-Fi, la connexion n'était pas bonne, alors j'ai pu arranger cela. Voilà pourquoi j'ai pu retourner sur la vidéo. Alors, par rapport à cette vidéo, cette interview de la première ministre, je voulais dire la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse, elle a bien dit, tout ce qu'elle a dit là est bien, on a tout suivi. Elle demande du sérieux pour l'implication de la communauté internationale dans ces crises sécuritaires et surtout après les accords de Washington. Elle demande à ce qu'on puisse qui est redevance. Elle demande à ce qu'on puisse chercher à punir le coupable, la partie qui ne respecte pas ces accords soit punie. Et dans ce cas, on parle du Rwanda qui ne respecte pas les accords. Alors on demande un peu à ce que la communauté internationale puisse jeter un coup d'œil sur ça parce que c'est elle qui demandait auparavant à ce que les M23 le gouvernement congolais puisse accepter de collaborer avec les M23, chose que le gouvernement congolais a finalement accepté de faire. Vous allez vous rappeler, Félix Tshisekedi n'était pas pour, il ne voulait pas traiter avec les M23, mais finalement, il avait cédé. Mais pourquoi la communauté internationale est silencieuse par rapport à la situation actuelle? Parce que c'était elle qui avait initié cela, et puis finalement, le gouvernement s'est plié, mais les M23 continuent et le Rwanda continue à violer ces mêmes accords et continue à tuer nos frères et sœurs. Alors, si je peux dire quelque chose par rapport à ce qu'elle a dit, il y a quelque chose qu'elle a mentionné ici. Là, elle faisait, c'était un rapport, elle mentionnait l'Union européenne quand elle demandait du sérieux. Elle a dit que l'Union européenne prend plus en considération d'autres guerres que la RDC. Elle a parlé de la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Elle a demandé qu'on prenne ça et à l'implication de tous les pays de l'Union européenne pour chercher les voies et moyens pour mettre fin à la guerre. On voit vraiment que l'Union européenne est impliquée dans cette guerre au moment où la RDC aussi a besoin de cette même implication parce que l'Union européenne a encouragé la RDC. Bon, par rapport à ça, je peux dire ceci. Le gouvernement congolais a fait une erreur. Et je pense que je vous l'ai déjà dit depuis le début. On pensait qu'en voulant faire ces accords avec le Rwanda, faire ces accords, à s'asseoir sur une même table avec les M23, on allait recevoir la protection des Nations Unies, chose qu'on peut tous conclure que on a tapé à côté parce que
Jusque-là, les M23 sont toujours à l'est du pays. Ils font ce qu'ils veulent. Ils se sont logés. Ils mènent leur vie tranquillement à l'est du pays, à Goma et à Bukavu. Alors, voilà pourquoi d'ailleurs Félix Tshisekedi, après avoir compris cela, il s'est dit non, je dois parler à qui ça, à Joao Lourenço, je vais recourir à lui pour voir s'il n'aurait pas une autre solution. Voilà pourquoi il a d'ailleurs appelé le champion de la paix. Alors, demander l'implication de l'Union européenne dans ce cas particulier qui concerne la RDC, c'est vraiment taper à côté. Pourquoi je dis taper à côté? Parce que ça n'a pas son sens, parce que l'Union européenne n'était pas invitée dans les accords entre Washington et la RDC, les accords bilatéraux RDC, Washington, Rwanda. L'Union européenne n'était pas là. C'était des accords qui étaient signés entre la RDC, le Qatar, l'Union africaine et les représentants du gouvernement congolais et du gouvernement rwandais. Alors, même quand au forum de paix, s'était tenu à Paris, quand Félix Tshisekedi quand Emmanuel Macron avait parlé de la réouverture de Goma, de l'aéroport de Goma, qu'est-ce que le ministre rwandais Olivier avait dit? Il a dit que la France, Paris n'était ni l'endroit, ni les lieux pour parler de la réouverture de l'aéroport de Goma, parce que ces accords n'étaient pas signés en France. Ces accords étaient signés entre les États-Unis et la RDC et le Rwanda. Donc, si il y a un lieu là où on peut parler de la réouverture de cet aéroport, ce n'est pas à Paris, ça doit être soit aux États-Unis, soit à Doha, parce que ce sont les deux pays qui ont abrité ces accords, ces assises. Alors, la France qui fait partie de l'Union européenne s'est vue mise à côté, à l'écart, parce que tout ce temps, elle n'a jamais fait partie de ça. Alors, pourquoi aujourd'hui faire appel à l'Union européenne pour venir vérifier cela? Là, c'est de un. De deux, elle a parlé de la Russie. La Russie, la guerre Russie-Ukraine. Ce que vous devez savoir, c'est que l'Union européenne est même derrière cette guerre qui oppose aujourd'hui la Russie et l'Ukraine. L'Union européenne est derrière cette guerre. C'est d'ailleurs l'Union européenne qui a encouragé, elle et l'OTAN, qui ont encouragé qui ça? Zelensky, qui ont encouragé Zelensky de se battre, de ne pas abandonner. Bien que cela puisse avoir des conséquences néfastes sur le pays de l'Ukraine et sur l'économie du pays. Mais ce sont ces pays-là, ce sont ces gens-là qui sont derrière la guerre qui est menée en Ukraine par la Russie. Donc, ce sont ces gens-là qui sont derrière ça et qui veulent soutenir, ils se doivent de soutenir, parce que c'est ce qu'ils ont promis. Ils ont promis à Zelensky, ne lâche rien, bats-toi, nous allons te soutenir. Allez juste voir l'historique de cette guerre, vous allez comprendre ce qui se passe réellement. Donc, Zelensky a le soutien et poussé à se battre par les membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Et en retour, ces pays-là se doivent de le soutenir. Donc, cela devient une obligation pour l'Union européenne de soutenir, ou sinon il va dire que non, je ne peux plus me battre. Et là, ce sont eux qui vont perdre. Vous voyez. Alors, là, ce n'est même pas un cas à mentionner que l'Union européenne traite plus au sérieux le problème la guerre entre la Russie et l'Ukraine que le problème entre la RDC et le Rwanda. Donc là, ce sont d'abord deux problèmes qui sont différents. Donc, on ne peut même pas parler de ça. Et aussi, je me dois de vous rappeler que l'Union européenne, la plupart des pays de l'Union européenne profitent des minerais de l'Ukraine, ont une part des minerais de l'Ukraine. D'ailleurs, c'est pour cela que quand Donald Trump est venu au pouvoir, il a dit que les pays de l'Union européenne profitaient des minerais de l'Ukraine en échange de leur aide
à l'Ukraine et que les États-Unis aidaient seulement l'Ukraine parce que les États-Unis font partie des pays de l'OTAN. Alors, il a tout coupé, il a coupé toute aide avec l'Ukraine et il a demandé à ce que l'Ukraine puisse partager. S'il ne partage pas ses minéraux avec les États-Unis, il ne va plus commencer à aider l'Ukraine. C'est ça, c'est un peu ça. Donc, il y a une histoire là derrière entre l'Ukraine et la Russie, cette guerre-là qui commence à s'éterniser, il y a une histoire là. Donc, c'était même pas à mentionner. Et puis, de trois, si vous voulez parler de sanctions, si vous voulez parler d'être sérieux, je pense que le gouvernement congolais devait d'abord prendre au sérieux ces accords, c'est-à-dire savoir ce que les Américains offrent. Vous demandez à ce que ces gens-là puissent apporter la paix en RDC. OK. Ces gens sont d'accord. Posez maintenant à ces gens-là des bonnes questions. Qu'est-ce que ou quel mécanisme vous allez mettre en place au cas où une partie signataire de cet accord ne parvenait pas à respecter ces mêmes accords que nous allons signer? Parce que c'était déjà discuté avant même la signature globale qui était signée au mois de décembre. C'était déjà, c'était même ça le mécanisme que Donald Trump avait mis en place, créer un comité de suivi ou de surveillance de ce dialogue. Et ce comité, il est composé des membres des États-Unis, du Congrès américain. Il y a des membres du Qatar, les membres de l'Union africaine et des deux pays, c'est-à-dire de la RDC et du Rwanda, qui constituent ce comité de surveillance. C'est ce comité qui est mis en place pour surveiller qui pratique et qui ne pratique pas, qui respecte les accords et qui ne respecte pas. C'est ce comité-là. Et d'ailleurs, ce même comité n'a même pas le droit de sanctionner. On n'a pas mis un mécanisme pour dire que, OK, c'est lui qui ne respecte pas sera subi ou sera sujet à ça. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de poursuite, il n'y a rien. C'est juste que le pays qui n'est pas poursuivi, qui ne va pas respecter ces accords, le comité de suivi va appeler les membres du gouvernement de ces pays à l'amiable pour traiter de ces problèmes-là. C'est-à-dire, on vous fait asseoir là-bas, ou non, si c'est nous les Congolais, non, vous voyez, vos frères, les Rwandais, ce sont vos frères, vous êtes des voisins, vous avez déjà signé ces accords devant la face du monde, faut pas arrêter de faire ça, hein? Donc, on vous fait comprendre des histoires là, et puis, vous évoluez. Donc, il n'y a pas de mécanisme qui permette à ce que le pays qui ne respecte pas ces accords soit sanctionné. D'ailleurs, le seul pays qui ne fait même pas partie de ces comités, c'est la France. C'est Macron qui a parlé de sanctions, qui a dit qu'il faudrait qu'il y ait sanctions pour les pays qui ne respectent pas ces accords. Mais Trump n'avait même pas prévu cela. Donc, c'est une façon pour nous de nous ridiculiser si on commence à demander à l'Union européenne de nous prendre au sérieux. S'il y a quelqu'un qui doit nous prendre au sérieux, c'est Donald Trump. Parce que là, il est en train de profiter de nos minéraux gratuitement. Après 100 000 tonnes de cuivre de la Gécamine, il y a 100 000 tonnes de cuivre de Tenke Fungurume qui vont aux États-Unis gratuitement. Parce qu'ils n'ont pas investi. Ils devaient même créer des entreprises en RDC. Ils ne l'ont pas fait. Là, ils sont en train d'utiliser les minéraux congolais pour exploiter ça gratuitement. Et la paix qui devait être conditionnée à l'export de nos minéraux, on ne l'a pas encore. Ça fait 1 an que l'ennemi est encore là à l'est du pays, mais c'est Trump qui est en train de recevoir nos minéraux. Le président Félix Tshisekedi avait fait des erreurs par le passé qui nous coûtent aujourd'hui. Vous allez vous rappeler du tapis rouge qu'il avait étalé à Paul Kagame quand il avait visité Félix Tshisekedi la RDC. Quand Félix Tshisekedi était nommé président de la République, il avait invité Paul Kagame. Au lieu de recevoir, c'était une diplomatie. Au lieu de donner à ces messieurs une diplomatie de fer,
il a reçu une diplomatie des sentiments. Vous allez vous rappeler, on a même fait chanter au Quinois. Yo nani oboya Kagame, yo nani oboya Kagame. On l'avait même donné un nom en Chilubala qui voulait dire frère. Donc, Félix Tshisekedi a accueilli Kagame comme un frère. Et aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Ils ont signé des accords. Vous les connaissez tous, ils ont signé des accords par le passé. Mais aujourd'hui, ces accords-là, Félix Tshisekedi a vu que non, il a tapé à côté, alors il a dénoncé. Mais il était le premier à l'accueillir. Un peu comme Mzee Laurent Désiré Kabila. Mzee Laurent Désiré Kabila, il a fait des accords qui aujourd'hui nous coûtent à la souveraineté de notre pays. Joseph Kabila, mêmement, en 2006, il a fait promulguer une constitution qui joue en faveur de ses frères rebelles, de ses frères rwandais. Parce qu'il a permis dans la constitution, je pense c'est l'article 148, si je me trompe, l'article 148, qui permet à ce que la souveraineté, qu'on puisse partager nos terres avec des pays ou des organisations pour permettre l'union africaine. Donc, on a autorisé la balkanisation. Cette loi permet la balkanisation de la RDC, bien qu'on puisse dire que c'est temporaire. Donc, j'espère vraiment que le gouvernement congolais va vraiment très bien réfléchir prochainement avant de prendre des accords. Parce que Félix Tshisekedi aujourd'hui, partout, il signe des accords. Et si ces accords sont pour les biens des Congolais, ça va changer le quotidien des Congolais, ou bien ces accords, c'est juste pour protéger son pouvoir afin de continuer aussi longtemps que possible au poste, comme on aime bien l'appeler béton. Mesdames et messieurs, une autre information que je voulais vous passer avant de terminer ce numéro. Minembwe est tombé, il est tombé dans les mains des FARDC. Ils se sont battus, Bazu Nabango, Minembwe. Donc, Minembwe, comme je suis en train de vous parler, est dans les mains des FARDC. Alors, les FARDC avaient, après la reprise d'Uvira, vous allez vous rappeler, les FARDC sont maintenant à Uvira, eux et les Wazalendo. Ils avaient fait une réunion, un meeting, au cours duquel ils ont dit que cette fois-ci, il n'y aura pas repli stratégique. Un peu comme ils nous ont habitués, hein? Ils nous ont habitués à ça. Chaque fois, Goma au repli stratégique, Bukavu au repli stratégique, Uvira au repli stratégique. Ils ont dit qu'il n'y aura plus question. Cette fois-ci, ils ont dit qu'ils ont des drones plus performants que ceux des M23. Voilà pourquoi il n'y aura plus de repli stratégique. Est-ce la raison pour laquelle Minembwe aujourd'hui est tombé dans les mains des FARDC? En tout cas, point d'interrogation. Ou sinon, nos FARDC se battent encore une fois. Ils sont équipés, mais je me dois de vous rappeler que on est toujours sous embargo militaire. Donc, toute arme que nous devons avoir doit être autorisée par les États-Unis. Donc, cela favorise un peu l'ennemi qui a ce privilège de se payer n'importe quelle arme, qui a des grandes puissances qui soutiennent ce même pays pour attaquer notre pays quand il le voudra. Vous voyez. Donc, je peux juste dire que c'est une volonté, une bonne volonté, un courage de faire que quand les FARDC de se battre à n'importe quel prix, en tout cas, nous sommes derrière vous. Nous espérons vraiment que toute la partie de l'Est sera récupérée. Nous le voulons, nous le souhaitons. C'est notre vœu. Ça fait 1 an qu'on est humilié. Ça fait 1 an que notre pays et l'Est de la RDC est prise à partie. Alors, nous espérons vraiment que nous allons retrouver notre honneur, notre souveraineté, et nous sommes derrière vous. Continuez à vous battre. Est-ce que cela va faire que Félix Tshisekedi ne puisse plus vouloir du dialogue? Parce que si on récupérait toute la partie est de la RDC, toutes les zones occupées par les rebelles, est-ce qu'il y aura raison de faire le dialogue? Vous pouvez nous répondre dans les commentaires. Mesdames et messieurs, c'était l'écryptage politique avec votre frère Francis. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.